rumeurs, de petits drames et de grandes amitiés. Trônait la machine à café, véritable cœur palpitant de la société. C'était ici que tout commençait, chaque matin. Hervé s'approcha d'un pas traînant, le regard encore embué par le sommeil, et plissa les yeux pour déchiffrer une nouvelle feuille épinglée sur le tableau d'affichage. Il se tourna vers son collègue, un sourire ironique aux lèvres. Il interpella son ami de toujours, dont la silhouette bedonnante s'approchait lentement. « Ça y est, tu as vu la petite affichette ? Vous l'avez vue. Votre stage de descente de rapide dans le lot, là ?» Son collègue haussa les épaules, un gobelet fumant à la main. « Mais attends, ce n'est pas mon stage, et puis c'est vachement sympa d'en faire tout un week-end. » Hervé soupira, secouant la tête avec une moue amusée. « Mais oui, c'est sympa, le week-end. Tu n'as rien d'autre à faire. » Le week-end. S'il n'y avait pas le comité d'entreprise. Je ne sais pas comment ils vivraient. Ces entreprises, c'est quoi, là, leur concept ? Eh bien, tu vois, c'est le dépaysement, le plein air et la convivialité, répondit l'autre, tentant de défendre l'initiative sociale de la direction. La conversation dériva rapidement, comme c'était toujours le cas devant cette machine. Les relations humaines dans ces bureaux étaient un ballet complexe de piques affectueuses et de solidarité cachée. Sylvain, toujours un peu à l'écart mais désireux de s'intégrer, s'approcha timidement du groupe. Il cherchait désespérément à organiser quelque chose de mémorable pour marquer le coup. « Hervé, qu'est-ce que tu fais le 26 ?» demanda Sylvain, les yeux brillants d'espoir. « Le 26 ? A priori rien, » répondit Hervé, méfiant. « Ah, c'est fantastique, je fais mon anniversaire. Tu es libre ?» Hervé, sentant le piège social se refermer sur lui, tenta une esquive. « Pourquoi tu notes ? Le 26, je vais faire de la descente de rapide dans le lot. » Sylvain, déçu mais persévérant, se tourna vers les autres. Il essaya de convaincre Fred, puis Jeanne, mais chacun trouvait une excuse plus ou moins alambiquée. Fred parla d'amis arrivant des Pays-Bas avec des victuailles douteuses, tandis qu'un autre évoqua le salon du véhicule de loisirs. Un événement apparemment incontournable fixé au 25 du mois. La proposition de Sylvain d'organiser une fête costumée sur le thème des femmes déguisées en hommes. Dans le garage chauffé de sa mère. Avec une grande bassine de sangria et des lits de camp, ne rencontrait pas le succès escompté. L'isolement de Sylvain touchait un peu le cœur. Mais la maladresse de son invitation prêtait surtout à sourire. Finalement, voyant la détresse du jeune homme, ils décidèrent tous, dans un élan de culpabilité et de tendresse camouflée, de transformer cette fête annulée en un véritable événement collectif. Pendant ce temps, dans une autre sphère du bureau, les préoccupations étaient tout autres. Simon, le jeune commercial plein d'illusions, discutait de sa prochaine affectation en province. Il voyait chaque déplacement comme une aventure humaine. Une occasion d'étudier la sociologie des comptoirs de bar et des hôtels de passage. Ses collègues plus âgés, rompus au voyage monotone le long des routes nationales, tentaient de le ramener à la réalité. Ils évoquaient les soirées solitaires, les hôtels lugubres près des gares de triage et les boîtes de nuit désespérément vides. Mais Simon gardait son optimisme, persuadé que chaque rencontre était une richesse. Même s'il devait passer 15 jours dans une petite bourgade humide, armé de ses bottes en caoutchouc et d'une lampe de poche. L'esprit de compétition n'était jamais loin. La veille d'un match de football crucial pour l'équipe de l'entreprise, la tension était palpable. Il fallait absolument gagner pour rester dans la 3e division corporative. L'entraîneur improvisé prodiguait des conseils diététiques stricts à son gardien de but. Des sucres lents, des pâtes, de l'eau en abondance, et surtout, une abstinence totale pour garder l'énergie. Le désespoir les envahit lorsqu'un joueur clé menaça de se retirer. La perspective de perdre le maigre budget alloué par la direction pour leur repas d'après-match les poussa à recruter n'importe qui, même ceux qui n'avaient que des moufles pour garder les buts. L'important était de participer, de se battre ensemble, et de préserver cette petite étincelle de camaraderie sportive qui illuminait leur quotidien. Labor Year. La nuit,
Les bureaux prenaient une toute autre allure. Les ombres s'allongeaient et le silence remplaçait le tumulte. C'est dans ce décor que se joua une scène mémorable avec le nouveau gardien de sécurité. Un jeune homme peut-être un peu trop zélé pour son premier jour. Lorsqu'un cadre de l'entreprise descendit chercher un dossier oublié, il fut accueilli comme un intrus dangereux. Le gardien, nerveux, exigea de voir le badge numéro 20098. Demandant les noms des parents, le permis de conduire et le numéro de sécurité sociale. Le tout avec une main tremblante. La situation, bien que tendue sur le moment, se termina par des éclats de rire le lendemain devant la machine à café. L'entreprise était, après tout, un théâtre permanent où la comédie humaine se jouait à chaque étage. Les relations entre hommes et femmes au sein de la société étaient une source inépuisable de quiproquos et de leçons de vie. Jeanne, une femme d'âge mûr coquette et soucieuse du temps qui passe, discutait souvent avec ferveur du harcèlement moral et sexuel, pointant du doigt les regards insistants et les requêtes abusives de la hiérarchie. Elle défendait ardemment Maëva, la secrétaire dévouée, qui subissait les foudres d'une supérieure autoritaire. Carole, avec son ton cassant et ses demandes perpétuelles, cristallisait les tensions. Mais derrière ces conflits de façade, il y avait une profonde humanité. Les confidences s'échangeaient, les peurs se partageaient. Quand les femmes de l'entreprise furent confrontées à une visite médicale de routine, l'angoisse d'un diagnostic sombre les rapprocha. Les hommes, maladroits mais touchés, tentèrent de dédramatiser la situation avec leur humour habituel, prouvant que dans les moments difficiles, la solidarité l'emportait sur les mesquineries quotidiennes. L'espace de travail lui-même était un enjeu de pouvoir. Avoir un grand bureau était le symbole d'une réussite sociale incontestable. Lorsqu'un collègue se vit attribuer un espace de 26 mètres carrés, ce fut l'effervescence. Les comparaisons allaient bon train. Était-ce assez grand pour y garer un véhicule de loisirs? Pouvait-on y installer un billard ou y organiser des réceptions pour 30 personnes? Ces préoccupations, en apparence futiles, cachaient un besoin profond de reconnaissance. Chacun cherchait sa place. Son petit territoire dans ce vaste océan de dossiers et de réunions inutiles. Les discussions philosophiques éclataient parfois de manière impromptue. Un midi, le débat porta sur le voyage dans le temps. Si l'on pouvait revenir en arrière, que ferait-on? Hervé, toujours pragmatique, affirma qu'il retournerait au 8 décembre 1960 pour changer la roue de la voiture de sa mère et lui éviter une mauvaise pneumonie de 12 jours. Un autre proposait de remonter dans les années 30 pour empêcher les grandes tragédies de l'histoire, mais se heurtait au paradoxe temporel et à la barrière de la langue. Ces réflexions, bien que farfelues, révélaient les regrets et les espoirs de chacun. Leur désir de protéger ceux qu'ils aimaient et de donner un sens à leur existence. La quête de l'amour et de la séduction occupait également une grande place. Les cours de tango argentin devinrent soudain le centre d'intérêt d'un cadre désireux de charmer des femmes mûres. Il avait investi la coquette somme de 6500 francs, l'équivalent de 4 jantes neuves pour sa voiture, pour maîtriser cette danse charnelle. Mais ses espoirs furent douchés lorsqu'il réalisa que les femmes de 53 en préféraient souvent le rock ou d'autres rythmes de leur jeunesse. Une charmante dame de 65 en lui proposa bien une valse, prouvant que le désir et le charme n'avaient pas d'âge. Même s'il préférait bouder et danser seul son tango, ruminant son investissement perdu. Le comité d'entreprise, dirigé par des employés dévoués mais souvent incompris, tentait d'apporter un peu de poésie dans ce monde de chiffres. L'idée d'embaucher des personnes handicapées fut lancée comme une formidable avancée sociale. Une manière de rendre l'entreprise plus humaine, plus tolérante. L'accueil d'un nouveau collaborateur différent fut une belle victoire de l'altruisme sur l'égoïsme. Ambient. De même, le choix de la destination pour le séminaire annuel provoquait des débats passionnés. La Bretagne et ses marins-pêcheurs s'opposaient aux stations de sport d'hiver. Chaque camp défendait sa vision des vacances idéales, cherchant avant tout à briser la routine, à respirer l'air pur et à créer des souvenirs communs, loin des photocopieuses et des tableurs.